Alors la solitude, c'est un vaste sujet. Il y a évidemment, quand on pense à la solitude, moi l'idée que j'ai en premier, je dirais peut-être la plus basique, c'est la solitude physique, c'est-à-dire l'absence d'autres personnes, la solitude spatiale, le fait d'être seul dans un espace, dans un paysage, éventuellement dans un paysage naturel, parce que c'est plus dur dans un paysage urbain d'être seul, au sens d'une absence de personnes, d'une dépopulation, dans un paysage qui est déserté. La solitude, c'est un fait d'abord physique qui concerne une personne qui est seule dans un espace solitaire, dépeuplé, ou non peuplé, ou non habité, mais c'est aussi un fait de l'espace lui-même. On parle pour des espaces qui sont désertés, on parle de solitude, éventuellement au pluriel, on parle de vaste solitude. Quand on lit la poésie, il y a des formules comme ça, on trouve ça chez Hugo. Hugo, dans Les Châtiments, dit à un moment « la solitude vaste, épouvantable à voir, apparaissait partout, muette vengeresse ». Parce que la solitude ne parle pas, mais elle a quelque chose d'hostile. Évidemment, elle peut avoir quelque chose d'hostile. Donc la solitude, c'est d'abord un fait physique, le fait d'être seul, le fait d'être dans un espace qui lui-même peut incarner une solitude. La solitude, c'est évidemment aussi un fait psychologique, psychique. On peut se sentir seul. On peut se sentir seul au milieu de beaucoup de monde. Là, c'est le premier paradoxe, évidemment. Peut-être qu'on peut d'autant plus se sentir seul qu'on est entouré de personnes. Il y a une formule un petit peu badine qu'on emploie souvent. Il n'y a pas que les jeunes qui l'emploient. Vous faites une blague, vous faites un trait d'esprit, vous faites une remarque et vous vivez ce qu'on appelle un moment de solitude. Moi, ça m'est souvent arrivé en cours. Je fais une blague et puis les élèves me disaient « Mais monsieur, c'est de l'humour du XXe siècle ». Je disais « oui, moi je suis né dans les années 70, alors vous savez, excusez-moi, j'ai vu la chute du mur de Berlin ». Je leur racontais d'ailleurs des choses qui leur passaient complètement à côté. Je leur disais « Vous savez, de mon temps, si j'ose dire, enfin quand on était ado, il fallait téléphoner chez les parents pour parler à la fille. Allô, bonjour monsieur, etc. » Donc j'en parle d'un monde qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas connu. Mais évidemment, on peut vivre des moments de solitude, et là, ça nous fait basculer dans un aspect de la solitude, qui est déjà le fait d'être, non pas ostracisé ou banni, ça c'est la forme extrême de la solitude, mais dans la non-adhésion, dans le fait que les autres ne prennent pas votre parti, vous laissent un peu pour compte. C'est déjà un aspect de la solitude qui n'est pas simplement physique ou psychologique, qui est déjà un peu social. Puis il y a la solitude psychologique aussi au sens de la personne solitaire. Je ne sais pas s'il y a des solitaires parmi vous. Si c'est le cas, sortez. Donc, non, si c'est le cas, c'est tout indiqué justement parce que j'ai une question à poser, non pas simplement aux solitaires, mais aux personnes qui ont peur de la solitude et qui justement cherchent à ne jamais être seules. J'ai plusieurs questions de cet ordre-là. Ça m'intéressera d'avoir l'avis des personnes qui se disent solitaires et des personnes qui fuient la solitude comme la peste parce qu'elles veulent toujours être entourées. Et ceux qui sont au milieu, alors qu'est-ce qu'on fait ? Mais ceux qui sont au milieu, ils se débrouillent, ils sont dans un entre-deux. Non mais là, je suis tenté de prendre un peu des cas extrêmes, peut-être un petit peu en entame. Le solitaire, la solitaire, c'est, alors évidemment dans son caractère extrême, c'est la personne farouche, un peu sauvage, la personne qui fuit un petit peu le contact, pas forcément en étant asocial, en étant dépourvu de toute sociabilité. Mais on a tous des moments solitaires aussi. Donc on est tous dans un entre-deux. On n'est jamais dans un cas tout à fait extrême de solitude, de dépopulation, en tout cas je ne le souhaite pas, ni dans un cas extrême où on ne souhaite jamais être seul. Donc solitude physique, solitude spatiale, solitude psychique, psychologique, solitude sociale évidemment, les personnes qui sont, on dit maintenant, en rupture de lien social, qui sont marginalisées, qui n'ont plus d'échanges, d'interactions sociales. Ce sont des personnes qui parfois se parlent beaucoup à elles-mêmes, on les croise dans la rue, elles vivent parfois dans la rue. Alors on se parle souvent à soi-même, moi je me parle à moi-même, donc j'espère ne pas être le seul. C'est une façon on le verra, la solitude, c'est une forme de compagnie avec soi-même aussi. C'est un dialogue intériorisé. Mais peut-être que dans un cas de rupture sociale, on compense l'absence de l'autre par le fait de peupler son imaginaire et de nourrir un dialogue fictif, en fait, avec des personnes avec qui on n'est plus en lien. Donc solitude physique, solitude spatiale, solitude psychologique, solitude sociale, solitude affective,
Je ne sais pas si ça concerne certains, certaines ici. Les Anglais, je vois certains qui sourient. Les Anglais disent, pour quelqu'un qui est célibataire, single, to be single. Ça veut dire à la fois être célibataire, être libre pour toute rencontre. Ça veut dire aussi être seul dans la vie. Ça veut dire ne pas avoir de compagnon, de compagne, ne pas partager. La notion de partage est importante, ne pas partager sa vie avec quelqu'un. Il y a une solitude peut-être à laquelle on pense moins, qui est la solitude existentielle, la solitude métaphysique. Alors elle a beaucoup marqué l'histoire de la philosophie. J'en dis quelques mots ici, je ne vais pas m'étendre trop longuement parce que ce serait un sujet à soi-même. C'est ce qu'on appelle le solipsisme. Alors solipsisme, toujours pour briller dans les dîners en ville, c'est très important. S-O-L-I, S-O-L-I, P-S, S-O-L-I-P-S-I, S-M-E, solipsisme, qui vient de solus, qui en latin veut dire seul, et ipse, qui veut dire soi-même. Soi-même ou en personne. Par exemple, quand César il écrit La guerre des Gaules, il dit César, il parle de lui à la troisième personne, hein, comme Alain Delon. César était là, il dit Caesar ipse erat. César, il était là en personne. Enfin, il écrit sur lui, voilà, il était là, César était là. Donc, mais ça veut dire ipse, ça veut dire aussi l'ipséité soi-même. Et le solipsisme, c'est un moment particulier de raisonnement de Descartes, c'est dans un livre très célèbre qui s'appelle Les Méditations métaphysiques, il a mis en question la réalité du monde. Pourquoi ? Parce qu'il cherche une vérité fondamentalement certaine, absolument certaine. Une vérité qu'il appelle indubitable, quelque chose qui soit si sûr qu'on ne puisse pas en douter. Et Descartes, il applique une méthode qui est spéciale pour ça, il applique la méthode qu'on appelle celle du doute hyperbolique. L'hyperbole, vous savez, c'est la courbe qui se rapproche de façon tangentielle de la ligne sans jamais la toucher. Et l'hyperbole, le doute hyperbolique, c'est que Descartes se dit, c'est très bien, je décide de tenir pour faux tout ce qui n'est pas absolument certain. Et donc il remet en question ses perceptions, ses connaissances, ses croyances, ses avis, ses opinions, jusqu'à l'impression de réalité du monde. Et il y a un moment dans les méditations métaphysiques, un peu de vertige, il vient de trouver dans la deuxième méditation métaphysique sa propre existence, c'est ce qu'on appelle le fameux « je pense donc je suis ». Alors « je pense donc je suis », c'est la formule qu'on trouve dans le discours de la méthode quelques années plus tôt. Le discours de la méthode, c'est de 1637. Mais dans les méditations métaphysiques, il dit simplement « je suis, j'existe ». Je suis, j'existe, mais est-ce que je ne suis pas le seul être à exister finalement ? Qu'est-ce qui m'assure que les autres que je perçois, que le monde que je perçois n'est pas un rêve ? Est-ce que ma vie n'est pas un rêve éveillé, ou comme le dira Bossuet un peu plus tard au XVIIe siècle, est-ce que la vie n'est pas un songe un peu moins inconstant que les rêves ? Et donc Descartes vit ce moment de solipsisme avant de prouver la réalité du monde, de se prouver la réalité du monde, où il est peut-être le seul être à exister. Alors je vous dis ça pourquoi ? Parce que, évidemment c'est une métaphysique, peut-être que ça ne vous touche pas, parce que c'est penser que peut-être votre vie est un rêve éveillé. Encore que quand on a vu le film Matrix, après on peut se poser des questions, bien sûr. Mais je vous dis ça parce que, en fait, j'ai repensé, en préparant l'atelier, à un fait historique qui est bien avéré, que vous connaissez peut-être, qui est la vie de la personne, du marin écossais, qui a inspiré le célèbre roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Alexander Selkirk. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire, si ça vous dit quelque chose, ce marin écossais. Non ? J'en dis quelques mots ? Oui ? Teasing. Je bois un coup. J'ai soif. Alors Alexander Selkirk, en fait c'est le véritable Robinson Crusoe. Puisque Daniel Defoe, quand il publie en 1719 Robinson Crusoe, c'est parce qu'Alexander Selkirk est revenu en Angleterre en 1711 qu'il a raconté son histoire, que c'est venu aux oreilles de Daniel Defoe et qu'il décide d'en faire un roman. Alors brièvement, Alexander Selkirk, qui est un marin écossais, s'engage comme corsaire dans une expédition anglaise pour attaquer des villes de l'Empire espagnol d'Amérique du Sud, du côté du Chili, du côté du Pérou. Il se livre... pardon. Ah oui, je vous en prie, pardon. Alors oui, pardon. Alexander Selkirk, donc voilà, mon expédition corsaire contre les îles de l'Empire espagnol et les colonies espagnoles d'Amérique du Sud, 1703-1704, et puis il faut repasser le Cap Horn pour revenir en Angleterre.
en 1704, et on est à la fin de l'année, et Alexander Selkirk, qui a un poste qui n'est pas de capitaine, le capitaine de l'équipage de ce navire qui s'appelait 5 voiles, c'était Stradling. Et il dit à Stradling, le navire n'est pas en état de passer le Cap Horn. Il connaît le navire, il est spécialiste du carénage, il est spécialiste de l'entretien du navire, et le capitaine ne veut pas l'écouter. Et ce que fait Selkirk, c'est qu'il tente une sorte de mutinerie, il faut bien le reconnaître. Il dit, débarquez-moi sur l'une des îles de l'archipel Juan Fernandez, qui est au large de Valparaiso, mais au large de Valparaiso, très au large, et il espère qu'une partie de l'équipage va le suivre. Et l'équipage ne le suit pas. Et quand il comprend qu'il va être laissé seul, il fait de grands signes au navire pour être récupéré, mais Stradling ne veut pas le récupérer, évidemment, il a tenté une mutinerie. Alors l'ironie du sort, c'est que l'équipage va faire naufrage, parce qu'effectivement le navire n'était pas en état de passer le Cap Horn. Une partie va être noyée, je crois à peu près la moitié, et l'autre partie va être capturée par les Espagnols qui vont les mettre en détention. Et ce qui va arriver à Alexander Selkirk, c'est qu'il va vivre 4 ans, un peu plus de 4 ans, seul sur cette île, avec l'idée que peut-être il ne reverra jamais un être humain. Alors je passe tous les détails, il a failli mourir, et il est récupéré de façon incroyable par l'équipage du capitaine Rogers en 1709. Et ce que note Rogers dans son cahier, c'est que, il est hirsute, on ne comprend pas ce qu'il dit en fait. On ne comprend pas, il est récupéré par des Anglais, ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Il a presque perdu la faculté, pas de parler, mais d'énoncer l'anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solitude existentielle de façon métaphysique, celle de Descartes que je vous ai évoquée, elle a presque un analogue dans le côté désespéré absolu de la solitude de Selkirk, qui à un moment a pensé qu'il allait mourir sans jamais plus revoir un être humain. Là, c'est la solitude absolue. Il y a bien sûr la solitude de la personne qui est enfermée dans un cachot entre 4 murs, la personne qui est mise à l'isolement, bien sûr, mais elle peut toujours espérer revoir quelqu'un. Là, c'est une solitude extrême. Et ce qui est intéressant pour nous, il y a 2 choses qui sont intéressantes. La première, c'est que la solitude, elle nous transforme, elle nous change. Nous sommes un être social. Donc être seul, privé de tout lien, c'est être transformé dans ce qu'on est. Et il avait presque désactivé la fonction fatigue il était quand même capable d'articuler, mais il prononçait un mot sur 2. Et la deuxième chose, c'est que Alexander Selkirk avait encore eu de la chance, c'est qu'il avait gardé une Bible en anglais. Alors je ne dis pas ça pour les croyants, mais je dis ça parce qu'il avait pu lire de l'anglais pendant 4 ans. Imaginez ce que c'eût été s'il n'avait pas eu de contact humain, de langage écrit ou parlé, est-ce qu'il aurait pu même encore parler? Donc la solitude, elle peut être évidemment destructrice, elle touche un aspect fondamental de nous-mêmes parce que nous sommes un être social. Ces formes extrêmes nous permettent de mieux réfléchir. Après, évidemment, on espère toujours être dans un entre-deux, comme disait Martine. On n'espère pas être dans le cas de la désolation. Puis un autre aspect de la solitude que je voulais mentionner en préambule, puis après je vous laisse un peu la main, je vais commencer à vous poser des questions, c'est qu'évidemment, donc je récapitule, solitude physique, solitude spatiale, solitude psychologique, solitude sociale, solitude affective, solitude métaphysique, solitude existentielle de Selkirk, solitude désespérée, solitude de l'abandon. La solitude, elle est choisie ou elle est subie, elle est consentie ou elle est contrainte. Et ça change beaucoup de choses, évidemment. Alors la première question que je voudrais vous poser est la suivante, pour qu'on soit sûr de s'entendre, si j'ose dire, parce qu'à un moment on va être en désaccord, c'est sûr, sur des choses. Donc, au moins qu'on soit d'accord pour ne pas être d'accord. Il faut quand même qu'on définisse un peu ce que signifie être seul ou ne pas être seul. Alors pour vous, c'est quoi être seul ou ne pas être seul? S'il y a des choses déjà que je n'ai pas dites, bien sûr, mais vous pouvez revenir sur des choses que j'ai dites, parce que moi je vais vous proposer une distinction qui est tirée d'Hannah Arendt, que je trouve pertinente, qu'on retrouve dans l'un des textes, même si elle ne dit pas tous les mots de cette distinction. Mais avant que, pour ne pas plaquer cette distinction, c'est quoi pour vous être seul ou ne pas être seul? Parce que je connais quelqu'un, là, j'ai de la famille, si j'ose dire, à la maison, et quelqu'un m'a dit, parfois on veut être seul aussi, quand on a des enfants, ou je sais pas.
Ça peut être un désir, être seul. Mais ça signifie quoi pour vous, être seul ou ne pas être seul? Ne plus avoir d'interaction. Ne plus avoir d'interaction. Ça, c'est vraiment la solitude sociale, la solitude relationnelle qu'on a évoquée tout à l'heure. Oui. Ouais, être seul, c'est la liberté. C'est la liberté? C'est la liberté parce qu'elle est choisie. Ouais. Et parce qu'on peut être seul, mais au fond, ne pas être seul. Avoir plein d'amis quand on le choisit, et qu'on aime être seul. C'est le luxe de la solitude quand elle est consentie, choisie, Exactement. d'avoir des moments à soi. Oui. Voilà, c'est une richesse. Ah, c'est une richesse. Alors, Pour moi, c'est une richesse parce que le fait d'être seul, on se reconnecte, et si on se reconnecte à soi-même. on se reconnecte aux autres. Par contre, la solitude Oui. ne doit pas être dans le temps. Elle doit être équilibrée avec Alors, le social. le terme de richesse est important parce qu'il y a un texte, je ne sais pas si on le fera ensemble, hein, mais vous l'aurez, de Schopenhauer. Et Schopenhauer, il a une vision aristocratique de la solitude et il dit plus notre personnalité est riche, plus nous avons de choses en nous-mêmes, plus nous avons besoin de solitude. Donc c'est une vision aristocratique de la solitude. C'est une vision parmi d'autres, hein, on peut ne pas la partager, mais le but c'est de passer en revue un ensemble de considérations, des arguments, pour voir ce qui vous touche, ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspondent pas aussi. Et Schopenhauer dit finalement, vous dites que c'est une richesse la solitude, il dit la solitude c'est une richesse quand on a beaucoup de choses en soi, des pensées, des sentiments, qu'on veut vivre, on veut être à soi-même, on ne veut pas être simplement accaparé par les autres, voilà. C'est une vision de la solitude, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de la solitude que je n'aurais pas évoqués, qui n'auraient pas été énoncés, soit par Anne-Laure, soit... Quel est votre prénom? Sandra. Sandra. Annabelle. Et après. Peut-être que de ne pas être seul, finalement, ça serait de savoir qu'on est aimé, de pouvoir choisir d'être seul. Et c'est drôle parce que tu sais, dans le texte que je t'ai envoyé, il était écrit sur quelque part le sens de la vie par les personnes avec qui je travaille en EHPAD, donc des très anciens, puisque moi ils ont 89 ans de moyenne. C'est ce qu'ils disent. Ce qui est important dans ce dernier voyage, c'est de savoir qu'on est aimé. Donc même si à un moment on est seul, de savoir qu'on est aimé, c'est ce qui nous rend pas seuls. L'une des solitudes peut-être les plus douloureuses, c'est celle du désamour. Hein. C'est celle du désamour. Et pour autant, c'est pas forcément leur famille, ou c'est pas forcément le savoir qu'on est aimé, n'est pas forcément en lien avec un lien filial, familial, etc. Donc ça veut dire que le contexte social peut être aussi très important pour eux. Ça me fait penser à une formule célèbre de Carl Gustav Jung, le célèbre psychanalyste, et après je vous donne la parole, qui dans son livre Ma vie, souvenir, rêve, pensée, Ma vie, souvenir, rêve, pensée, dit la chose suivante, il dit finalement la solitude, c'est pas le fait de n'avoir personne autour de soi. Hein. Il dit la solitude, c'est quand on ne peut pas communiquer les choses qui sont les plus importantes pour nous. Alors lui, tel qu'il le dit, parce qu'on ne trouvera personne qui les jugera acceptables. Moi, je rajouterais parce que peut-être personne ne va les comprendre, on ne va pas se sentir compris. Donc une solitude importante qui renvoie aussi à l'absence de lien, c'est quand on est dans l'incommunicabilité, l'incompréhension. Et après, je parlais du rejet, du désamour, du mal d'amour, de la solitude. L'aphasie, que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement, à un moment donné, effectivement, on ne peut plus communiquer, on n'a plus le moyen de communiquer. Ou qu'on n'a plus les moyens de communiquer. Voilà. Tout à fait. Et alors, madame, rappelez-moi votre prénom. Hélène. Hélène, allez-y. Moi, je pense que la solitude est un point commun à chacun. Et qu'on est seul toute la vie avec nous-mêmes. Ah bah vous anticipez sur des questions que j'allais poser après, Hélène. Bah, c'est bien joué. Parce que j'allais dire finalement, est-ce qu'on n'est pas... Mais c'est après la définition, puis après d'autres questions, parce que je comptais poser une question peut-être un petit peu plus... avant d'en venir à cette question, est-ce qu'au final, on n'est pas seul dans la vie? Est-ce qu'on n'est jamais, au final, toujours seul dans l'existence? C'est pas forcément négatif. Les autres ne sont que du passage. Souvent, ça ne peut être que du D'accord, ok, d'accord, Séverine. Ok. Faut les prévenir, faut dire voilà, tu sais, tu n'es que de passage.
Donc ce que tu peux faire, c'est faire les courses, c'est te rendre utile, parce que finalement, tu vas pas rester longtemps non plus. Donc non mais oui, parce que il y a quelque chose de passager aussi dans la relation humaine, et nous, on est traversé par ça, j'imagine aussi. Mais de toute façon, c'est... Non, mais Là, le conducteur, on est seul, mais après, il y a différentes personnes qui interviennent, mais qui peuvent n'être que de passage. Oui. Et puis ne représenter que l'un des aspects de notre personnalité. Il y a une célèbre formule du Bouddha qu'on cite souvent. Alors voilà, je sais qu'il y a des bouddhistes. Voilà, c'est pour vous que j'ai préparé, Nina. On est seul, vit seul, meurt seul. Mais la formule plus complète du Bouddha, c'est aucune faute ne peut être rachetée. Point. On vit seul, on est seul, vit seul, meurt seul. Pourquoi dit-il cela? Parce que il semblerait, quand on interprète cette phrase, que on a chacun la responsabilité de ses actes. Personne ne peut prendre pour nous la responsabilité des actes qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait dans la vie. Et personne ne peut pour nous se regarder dans le miroir et affronter la mort à notre place. Donc il y a un moment, le sens de notre existence, on a fait des choix, on les a fait nous. C'est nous qui avons fait certaines choses ou pas. Et les choses doivent se payer, dans l'idée, effectivement, qui est formulée. Et chacun, pour le Bouddha, a à faire son chemin vers le nirvana dans le meilleur des cas. Il y avait d'autres mains levées là-bas. Oui, je me disais que la solitude, Françoise. oui, Oui. la solitude, ça permettait peut-être aussi de mieux se comprendre soi-même, puisqu'il y a des temps où les gens s'isolent du monde, ou aussi, non, mais même sans la méditation, tu sais, il y a des personnes qui s'isolent pendant 3 ans. Pendant 3 ans? Alors écoutez, de toute façon, ces ateliers philo, c'est une thérapie personnelle parce que j'apprends des choses qui s'isolent. 3 mois, 3 ans, 3 jours. Et puis il y a aussi sur le D'accord. chemin de Compostelle, Oui. des personnes qui. Alors évidemment, ça peut être lié à la religion ou pas. c'est-à-dire Mais attendez, elles s'isolent du monde pendant 3 ans. Elles vont en retraite. 3 ans, 3 mois, 3 jours, pardon. Non, mais pour venir en retraite. Ah oui, d'accord, dans une perspective spirituelle, d'accord. Mais il y a des personnes qui veulent le faire sans forcément devenir. Il y en a qui le font Chut, sans être pardon. croyants, qui vont dans des anciens couvents ou même dans des couvents existants pendant une semaine, ce qu'on appelle Oui, bien une sûr. retraite. Et je pense Bien que sûr. toutes ces personnes qui font cette démarche-là, à mon avis, ça leur permet peut-être de mieux se connaître. Ah ben en tout cas, l'une des questions que je vais poser, c'est ça que je vais laisser peut-être une dernière intervention à Nina qui n'a pas encore parlé. Et puis, c'est pour... Tu veux rentrer? C'est concernant la solitude. Est-ce que justement, mais je ne veux pas trop anticiper, est-ce que dans la solitude, on n'est pas avec soi-même? Parce que la solitude, vous voyez le caractère ambivalent, paradoxal, ambigu de la solitude. C'est que la solitude, on la définit par un manque, une absence, une négativité. Ne pas être avec quelqu'un ou n'être avec personne, etc. Ne pas avoir de compagnon, de compagne dans l'existence. Mais la solitude, c'est déjà être avec soi-même. Et on peut vouloir se fuir soi-même, on peut ne pas se supporter, ne pas s'aimer. Et donc la solitude, c'est peut-être une forme minimale de compagnie. Comme quand je disais qu'on se parle tous à nous-mêmes, on a une forme de compagnonnage avec nous-mêmes. On est soit très dur avec nous-mêmes, soit indulgent. On passe notre vie à se regarder, à se juger, parfois à se condamner, à se vouloir du bien ou du mal aussi. Donc il y a cette dimension-là. Alors, Nina, oh là, non, dans le bouddhisme, là. Allez-y. Voilà, oui. Votre prénom? Enzo. Enzo. Il y a aussi une dimension de nous-mêmes à être dans la relation à l'autre. Oui, bien sûr. C'est une autre personne presque aussi. Tout à fait. Quelque part, c'est aussi une solitude d'être pas seul du coup. En tout cas, vous me dites si je me trompe, mais ça révèle de nous des aspects qui resteraient enfouis. Et on aurait beau être avec nous-mêmes, la plupart du temps, on ne se connaîtrait pas aussi bien qu'à travers le regard de l'autre aussi, ou les limites que l'autre va nous poser. Et puis Nina, juste avant que je donne ma définition, et puis après je suis désolé, je passe à l'autre question, pour laquelle vous serez prioritaire. Oui Nina. C'est pour rebondir ce que Françoise ou même ce que vous aviez évoqué cette idée de passage.
Et c'est intéressant de penser ça parce qu'en fait aussi ça valorise nos rapports humains. Déjà de nous-mêmes, solitude nous-mêmes, si on sait qu'on n'est pas éternel, ben oui voilà c'est ça, on profite de la vie, on n'en a qu'une, etc. Et du coup aussi considérer l'autre comme passager dans notre vie parce que même si on se marie, même si voilà c'est des contrats, et ben ouais c'est de plus en plus, la vie montre de plus en plus que même si on a un contrat, et ben le contrat peut sauter. Donc au final c'est valorisé parce qu'on se rend compte que c'est le côté pas éphémère mais temporaire, enfin je sais pas. Oui, impermanent, Voilà. ouais. Et par rapport, par rapport aux personnes qui vont 3 ans, 3 mois, etc., faire ces démarches-là, je pense que la vraie liberté, c'est aussi, ou la vraie liberté, c'est peut-être aussi, par rapport à la solitude, ne pas avoir besoin d'aller dans des endroits comme ça pour trouver ce qu'on a quelque chose à l'intérieur, parce qu'en fait l'environnement, c'est extérieur. Et en fait, la solitude, faire tout ce cheminement-là, aller sur la montagne, etc., pendant 3 ans, est-ce qu'on n'est pas capable de le faire déjà au milieu du chaos de la vie? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'aller, entre guillemets, dans l'exotisme d'une retraite pour faire le vide? Ça aide. Ou est-ce que... oui. Alors, oui, tout à fait. Ça dérive peut-être le sujet. Non, pas du tout, vous êtes dans le sujet. Non, est-ce qu'on a besoin, effectivement, presque, c'est paradoxal, d'être extirpé de son univers pour être vraiment seul, ou bien est-ce qu'on la trouve en nous-mêmes? Mais là, c'est une démarche, une quête spirituelle, c'est peut-être pour aller chercher quelque chose que la personne, dans son quotidien, ne trouve pas, et il y a l'idée paradoxale d'une dynamique, d'un mouvement, et puis en même temps, pas d'une fixité, mais d'une immobilité, d'une tranquillité d'âme peut-être qui est recherchée. Donc c'est vrai que c'est ambivalent. Oui. Je vous propose une distinction qui est posée par Hannah Arendt. Elle est intéressante parce qu'elle permet de clarifier certains aspects. Et après, je vous pose une question qui sera peut-être un peu plus badine que celle qu'on a évoquée. Un peu de légèreté, la solitude, c'est pas que de la lourdeur. Alors Hannah Arendt dit la chose suivante dans Les origines du totalitarisme. Hannah Arendt, donc, c'est une penseuse juive du XXe siècle. Et elle dit la chose suivante, il faut distinguer entre la solitude, l'isolement, l'essolement, le fait d'être esseulé, et la désolation. Alors la solitude, Hannah Arendt dit, mais c'est le fait d'être déjà dans une compagnie minimale de moi avec moi-même. Donc ça n'est pas nécessairement un isolement. L'isolement, qui est un degré supplémentaire, en anglais isolation dans le texte, l'isolement c'est le fait d'être à l'écart ou mis à l'écart. Alors c'est soit un fait politique pour Arendt, le fait politique dans ce cas-là c'est le fait que les citoyens sont isolés parce qu'ils ne peuvent pas se fédérer, s'associer, conjuguer leurs efforts pour une action politique. Ça peut être pour créer un syndicat, pour créer un parti, un mouvement politique. Ils sont atomisés. Ils sont atomisés, livrés à eux-mêmes et ils n'ont pas de capacité de fédération, de conjugaison de leurs forces à l'échelle politique. Mais l'isolement, c'est aussi un fait domestique et privé, nous dit Hannah Arendt. Et elle nous dit, il peut avoir sa pertinence. On veut se consacrer à un travail, on veut méditer, on veut étudier, on veut lire, on s'isole des autres. On s'isole à un moment des autres, on se donne un espace, un univers où on va pouvoir respirer, être à soi-même. C'est parfois un luxe. C'est ça aussi l'isolement. Donc il est ambivalent. Hein. Il y a, politiquement, c'est une impuissance. Enfin, il y a une part d'impuissance. Et puis d'un point de vue personnel, domestique, ça peut être pour se consacrer à un travail, pour se consacrer à quelque chose qui nous plaît. Ça peut être de la peinture, de la sculpture, de la mécanique. Ça peut être quelque chose... une chose pour laquelle on a besoin de s'isoler. Après, il y a l'essolement. Alors l'essolement, vous savez, c'est la différence qu'elle fait en anglais entre alone, qui veut dire seul, et lonely. L'essolement, c'est loneliness. C'est mon accent, Anne, qui ne va pas. J'en vois qui tique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Loneliness. Là, c'est se sentir seul. Alors il y a tous les degrés, on peut ne pas être aimé, ne pas être entouré,
ne pas avoir l'adhésion des autres, on peut être ostracisé, banni, ça peut aller très très loin, évidemment. Et puis il y a la désolation. Alors la désolation, nous dit Arendt, elle pense notamment au régime totalitaire, puisqu'elle le dit dans les origines du totalitarisme, mais elle dit qu'il y a 3 aspects de la désolation. Il y a un aspect de la désolation qui est de la désolation de tout temps, c'est quand les êtres humains sont livrés à eux-mêmes en proie, en but à l'hostilité des autres, et ils sont, je dirais, dans une forme d'inimitié, d'inamicalité qui fait que l'espace social est désolé. Mais, nous dit Hannah Arendt, il y a 3 faits de la modernité. Un premier fait qui tient à la révolution industrielle, pour elle, qui est le déracinement. L'exode rural, le fait que beaucoup de personnes sont parties des campagnes pour aller peupler des villes, et d'abord des villes industrielles, dans des logements souvent précaires. Et ce déracinement, cette absence de ce qu'on appelle, en sophrologie, en hypnose, l'ancrage, ne pas avoir un ancrage dans une terre, un terroir, un territoire, une région, on se sent chez soi, tout simplement. Elle nous dit c'est le fait de ne pas avoir sa place dans le monde. Le deuxième élément qu'elle renvoie aussi à l'émergence du capitalisme industriel moderne, c'est l'inutilité de quelqu'un qui est remplaçable parce que c'est un rouage dans la machine. Le déracinement, l'inutilité, mais nous dit Hannah Arendt, la désolation. Elle a atteint un point particulièrement extrême dans les régimes totalitaires du XXe siècle, parce qu'ils ont réussi, en tout cas ils ont tenté, de mettre fin à la vie privée. Où là, vous n'avez plus de chez vous, si vous voulez, pour être à vous-même. Vous êtes surveillé, épié, dénonçable. Et vous êtes soumis à un conditionnement, une surveillance généralisée. Et Hannah Arendt dit ces 3 éléments sont des éléments qui placent l'être humain dans un état de désolation, parce que quand on n'a plus de vie domestique, de vie privée, de chez soi, etc., de place dans le monde et qu'on n'est qu'un rouage remplaçable dans une machine, alors on est dans un espace social qui est désolé. Ça, c'est la distinction que fait Hannah Arendt. Alors, elle me fait penser, je vous donne la référence parce qu'on retrouve très facilement le texte, vous pourrez aller le voir sur Internet, si vous intéresse, au tout début d'un texte de Jean-Jacques Rousseau, qui s'appelle « Les rêveries du promeneur solitaire ». Les rêveries du promeneur solitaire. Alors c'est très beau, il raconte ses promenades solitaires. C'est une solitude qui, avant d'être choisie, elle est choisie par défaut, vous allez voir, elle est contrainte. Elle est contrainte parce que Rousseau il a subi des bannissements, il a été menacé d'arrestation en France, il a été banni de la ville de Genève dont il était citoyen, il a été pourchassé par la haine, l'inimitié des encyclopédistes qui étaient des membres de la bourgeoisie et lui ne l'était pas. Il avait des vues hétérodoxes et je vous conseille de lire les premières phrases. La première promenade des rêveries du promeneur solitaire. Je vous en dis quelques mots, je vous en cite quelques phrases. Elles sont très intéressantes parce que là, c'est une solitude qui renvoie presque à la désolation d'un être qui est à la fin de sa vie et qui doit prendre le parti de sa solitude parce qu'il est seul et qui va raconter ses promenades solitaires. Mais le début fait vraiment, je dirais, fait froid dans le dos, je ne sais pas si vous y serez sensible. Il dit la chose suivante, « Me voici donc seul sur la terre. Me voici donc seul sur la terre. N'ayant plus de prochains, de frères, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. » Donc là, on a un être qui est seul parce qu'il a été banni, parce qu'il a été refusé, parce qu'il a été chassé d'une certaine façon par la société de son temps et par l'intelligentsia de son temps. Il ajoute la chose suivante, moi je trouve que c'est un texte assez bouleversant. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible. Et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. Incroyable. Et il ajoute, j'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Incroyable. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils n'ont pu qu'en cessant de l'être, sont entendus, en cessant d'être hommes avec moi. Ils n'ont pu qu'en cessant de l'être se dérober à mon affection. Il ajoute la chose suivante qui est intéressante parce qu'elle va introduire la question que je vais vous poser.
Parce que Rousseau va passer des autres à lui. Les autres m'ont rejeté. Mais moi, qui suis-je? C'est ça la question qu'il va poser. Il dit la chose suivante, « Les voilà donc, inconnus, étrangers, nuls, enfin pour moi, mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même » Texte incroyable, parce que voilà, il est refusé, banni, mais finalement, qui est-il? Lui qui est seul maintenant. Et ça va être le thème de ses promenades. Si vous aimez Rousseau, vous pourrez lire ses promenades. C'est toujours un très beau texte. La question que je voulais vous poser est la suivante. Elle est un peu badine, elle permet après ces distinctions sur la désolation, l'isolement, d'aborder les choses de façon un petit peu différente. On comprend tout à fait les personnes qui disent « je préfère être seul plutôt que mal accompagné ». Je crois que personne ici ne va jeter la pierre à quelqu'un qui vous dit « je préfère être seul plutôt que mal accompagné ». Non? Il pourrait y avoir quelqu'un d'hétérodoxe qui dit « si, il faut toujours être mal accompagné plutôt que ça ». C'est pour ça que j'ai vu ça. C'est possible, hein? C'est possible. Ah voilà, Martine est là pour animer la séance. Mais est-ce que vous comprenez les personnes qui sont des solitaires et qui disent qu'elles préfèrent être seules plutôt que bien accompagnées? Est-ce que vous comprenez ça? Plutôt que bien accompagnées. Des personnes solitaires, moi je vais vous citer une chanson célèbre, vous y pensez peut-être, qui préfèrent être seules, plutôt solitaires, plutôt que bien accompagnées. On leur dit, mais il y a un tel, une telle qui s'intéresse à toi, et puis la personne reste solitaire. Est-ce que vous comprenez cette Hélène? Ah, vous leviez la main? Oui, mais c'est un rapport et en même temps pas tout à fait. Oui. Ce que j'ai déjà vécu et que je trouve terrible, c'est de se sentir plus seul, accompagné. Se sentir plus seul accompagné que... Seul. Voilà. Dans un couple. Dans un couple, oui. On peut connaître son prénom? Non, oui, c'est sûr. Qui renvoie à la... C'était le même. Ce qui renvoie à la formule de Carl Gustav Jung tout à l'heure. Finalement, c'est pas de ne pas avoir quelqu'un autour de soi, la solitude, c'est de ne pas pouvoir communiquer, des choses qui sont importantes pour nous, de ne pas être compris, de pas... Moi, je pensais à la chanson que vous connaissez. Alors, bon, les jeunes, là, ils vont me regarder avec des yeux. La chanson de Serge Reggiani, Ma solitude. Il y a un seul passage. Non, 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 je ne suis jamais seul avec ma solitude. Qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson? Il dit finalement, bon, la solitude, c'est presque une personne, elle a une existence. C'est le substitut de la compagne qu'il n'a pas. Il y a des femmes qui passent, on parlait du passager, mais il sait qu'elles ne seront pas aussi fondamentales que sa solitude. Et il le dit dans la chanson, ce sera ma dernière compagne finalement. Donc il y est très attaché. Est-ce que vous comprenez le tempérament vraiment solitaire qui peut-être parfois préfère être seul plutôt que bien accompagné, parce qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressantes. Oui, Nina. Si vous voulez intervenir, j'ai déjà intervenu, donc allez-y. En fait, ça évite la déception. Ça prémunit de la déception, de la souffrance. Dans ce cas-là, effectivement, la solitude est un refuge, est une forme de refuge, qui est un peu à double tranchant quand même, parce qu'aussi on n'est jamais poussé dans ses retranchements, on n'est jamais face à ses contradictions, on n'est jamais face... Pour répondre à la question... Oui, mais Oui, tout à fait. Non, mais je pense que ça peut être un refuge, et puis il y a des peurs aussi. Oui, Nina. J'allais dire la peur. La peur qu'il se passe quelque chose, en fait. Parce que qu'il se passe même quelque chose. Parce qu'en fait, si je suis bien seule et que je fais déjà un travail pour être bien seule, en plus de ça, il faut que je fasse un travail pour être bien avec l'autre. Quelqu'un. Ah bah non. Non, mais c'est un deuxième boulot, c'est vrai. Et puis ça fait peur, parce que peut-être qu'il y aura un moment où je serai pas hyper bien, pour après bien. C'est juste, en fait, c'est tellement... Mais je trouve que ça renvoie à la peur, hein, effectivement, parce que on est bien avec soi-même, on a travaillé sur soi, on a atteint un état de stabilité, et l'autre vient nous déstabiliser, et puis il n'y a jamais d'assurance tout risque, hein, là, effectivement.